Le marché immobilier chinois a traversé une période difficile ces derniers temps et personne ne sait exactement où est-ce qu'il se dirige. 3 scénarios semblent assez probables, un bon, un mauvais et un très très mauvais, et il existe un moyen de tirer profit d'un dénouement dans chacun de ces scénarios. Bienvenue sur la chaîne NES Capital pour un nouvel épisode qui s'intéressera à la crise du marché immobilier chinois et plus spécifiquement comment tirer son épingle du jeu de cette situation et essayer d'identifier une stratégie rentable tout dépendamment du dénouement de cette crise. On va commencer cet épisode de manière optimiste et considérer d'abord le bon scénario où le gouvernement chinois interviendrait afin de mettre un terme à cette crise et se porter à la rescousse des compagnies chinoises dans le besoin. Discutons d'abord du contexte général. Les actions immobilières chinoises reflètent aujourd'hui la détérioration du marché de l'immobilier depuis des mois. Les principaux indices boursiers chinois affichant ainsi des rendements négatifs à 2 chiffres depuis leur sommet de mars 2021. La débâcle d'Evergrande a accéléré cette chute. Le ratio cours-bénéfice ou Price Earning Ratio des compagnies immobilières étant aujourd'hui à des niveaux similaires à leur précédent creux historique de 2018, bien que dans l'ensemble, le ratio cours-bénéfice du marché chinois n'a pas autant diminué que celui des compagnies de l'immobilier, il a tout de même subi une correction significative au cours de ces derniers mois, comme on peut le voir sur la ligne bleu clair à l'écran. Une grande partie des mauvaises nouvelles que nous avons entendues au sujet d'Evergrande et de l'ensemble du secteur immobilier se reflètent déjà dans les prix de ces actions. Ainsi, si les autorités chinoises décident maintenant d'intervenir, et il y a en effet de nombreuses raisons qu'elles le fassent, on peut s'attendre à une reprise significative du marché chinois à court terme. Le moyen le plus simple de miser sur un rallye de secours serait à mon sens d'acquérir un ETF qui offre une exposition au marché chinois ou celui de Hong Kong. Dans cette catégorie, 2 ETF se démarquent. Le premier ETF étant le iShares MSCI China et le second est le ETF iShares MSCI Hong Kong. Le point négatif cependant de ces ETF est le fait que ces derniers soient largement exposés au secteur de la technologie. Ce secteur pourrait en effet ne pas autant bénéficier de l'intervention des autorités chinoises. Une stratégie plus optimale serait plutôt d'acquérir un ETF qui offre une exposition au marché de l'immobilier chinois. Dans ce cadre-ci, le ETF Global MSCI China Real Estate serait un très bon candidat. Cet ETF ayant perdu plus de 30% de sa valeur depuis son précédent pic est un candidat parfait si on veut miser sur une intervention gouvernementale et une relance des secteurs d'activité affectés ces derniers temps. Passons maintenant au deuxième scénario de notre analyse. Ce deuxième scénario pose comme hypothèse que le gouvernement chinois ne viendrait pas automatiquement courir à la rescousse des compagnies en difficulté. En même temps, ce dernier n'abandonnerait pas non plus ces compagnies. En gros, le second scénario assume que les autorités chinoises tenteraient de trouver un certain équilibre. Le contexte général étant encore une fois comme le suivant. L'impact d'une détérioration des marchés immobiliers pourrait facilement aller au-delà des promoteurs immobiliers et toucher l'ensemble du marché chinois. Des fabricants d'appareils ménagers aux bijoutiers. En effet, qui dit moins de construction dit une diminution d'appareils ménagers en demande. De plus, qui dit encore une fois baisse des prix de l'immobilier, dit baisse de la richesse des ménages, ce qui se reflètera très logiquement sur leurs dépenses régulières.
Maintenant, quoi qu'il en soit, les conséquences de la crise chinoise, on peut être sûr que les autorités tenteront d'un moyen ou d'un autre d'atténuer et d'équilibrer le coût porté à la croissance en augmentant leur soutien à certains secteurs vitaux à la croissance du pays, tels que les infrastructures, les énergies renouvelables et les semi-conducteurs. Il y a donc, à mon sens, 3 façons de jouer ce scénario. Le premier étant de vendre à découvert le secteur perdant. Le deuxième consisterait plutôt à acheter les secteurs gagnants. Et le troisième consiste à combiner les 2 options précédentes. En effet, ce dernier cas de figure étant une vision de la valeur relative, ce qui signifie que plutôt que de parier sur un rebond ou une nouvelle baisse du marché, on va plutôt parier que certains secteurs surpasseront d'autres. Cela devrait donc limiter le risque et permettre d'essayer d'être profitable tant sur les marchés haussiers que sur les marchés baissiers. Le groupe de consulting et de recherche TS Lombard, qui se spécialise en prévision macroéconomique et qui fournit des services de recherche et de conseil à un réseau mondial d'investisseurs influents, notamment des gestionnaires d'actifs, des fonds spéculatifs, des banques centrales et banques d'investissement, a identifié 3 compagnies chinoises qui seraient le plus à même pour profiter d'une augmentation des dépenses en infrastructure. La première compagnie étant China Railway Group, la seconde étant China Tower et la dernière étant la compagnie ZTE Corp. Le fait que ces compagnies étant des entreprises qui desservent des secteurs clés de l'économie et qui de plus entretiennent des relations très cordiales avec le régime en place fait en sorte qu'il soit très probable que la valeur de leurs actions s'apprécie si le gouvernement décide de soutenir le secteur des infrastructures pour booster sa croissance. Si on souhaite plutôt miser sur le thème des énergies renouvelables ou celui des semi-conducteurs, des ETF tels que KraneShare MSCI China Clean Technology Index et le KraneShare CICC China 5G Semiconductor sont des ETF à garder en vue. En ce qui concerne maintenant les compagnies qui seraient le plus impactées en cas d'un dénouement négatif et qui seraient des candidats intéressants pour une vente à découvert, TS Lombard estime que la compagnie Luan Glasgow, qui est un fabricant de verre plat pour les grands tours d'habitation, la compagnie Royal Home Holding qui se spécialise dans l'ameublement et Haier Smart Home qui est un fabricant d'électroménager seraient des candidats à garder en tête. Pour ma part, j'ajouterai 2 autres titres à cette liste, Chow Tai Fook Jewelry Group qui est un fabricant de bijoux et Hangzhou Robam Appliance qui fabrique des appareils de cuisine haut de gamme. En effet, le secteur des haut de gamme s'est largement apprécié ces dernières années en Chine, porté par une nouvelle classe moyenne très friande de belles choses et de produits de qualité. Cette classe devrait cependant revoir ses priorités et réaligner ses dépenses sur des produits moins extravagants afin de faire face à l'incertitude grandissante en cas d'un dénouement négatif de cette crise. Passons maintenant à notre troisième et dernier scénario. Ce troisième scénario pose comme hypothèse que le gouvernement chinois tarderait à prendre des mesures concrètes afin de mettre un terme à cette crise. La situation deviendrait donc incontrôlable et l'onde de choc s'exporterait vers les autres marchés. Le contexte général est encore une fois comme le suivant. Bien que la majorité des analystes excluent cette hypothèse, il existe cependant une réelle possibilité que les autorités chinoises pourraient décider de ne pas intervenir afin d'arrêter cette crise. De plus, même si ces derniers décidaient d'intervenir, il n'y a là aucune garantie qu'ils parviendraient à limiter les dégâts. En effet, l'immobilier chinois étant la plus importante classe d'actifs au monde et donc toute détérioration de ce secteur pourrait rapidement devenir incontrôlable et se propager très vite aux marchés financiers mondiaux. Si on souhaite parier sur une contagion mondiale, le dollar australien pourrait être le parfait candidat pour
pour cela. En effet, historiquement parlant, le dollar australien a toujours été étroitement lié à la croissance en Chine. En revanche, le yen japonais, qui est considéré comme une monnaie défensive, a tendance à assez bien se comporter dans des environnements négatifs. Le dollar australien devrait donc se déprécier par rapport au yen japonais. Une stratégie qui implique ces deux devises pourrait donc être un bon moyen afin de profiter d'une contagion globale, mais aussi de couvrir ses positions et limiter le choc sur son portefeuille. Une autre stratégie avec un risque asymétrique consisterait à acquérir des options de vente sur le ETF iShares iBoxx High Yield Corporate Bond, qui est un ETF qui reflète le secteur des obligations à haut rendement américaines. En effet, l'idée serait qu'une contagion mondiale augmenterait assez vite le spread de crédit des compagnies high yield. Donc quand on parle de spread de crédit, on est en train de parler de la prime exigée par les investisseurs afin d'acquérir et détenir la dette d'une compagnie. Plus grand est donc l'incertitude autour d'une compagnie, plus cette prime est élevée. Et ainsi, plus la prime est élevée, plus le rendement exigé par les investisseurs est élevé également. Ceci se reflète donc d'une manière négative sur les prix des obligations high yield, qui devrait donc faire baisser le prix du ETF. L'acquisition d'une option put sur cet ETF a donc deux bienfaits. Premièrement, une baisse du ETF se répercuterait d'une manière positive sur notre position, et d'un autre côté, notre risque de perte est majoré à la prime payée pour acquérir cette option. En d'autres termes, le risque de perte étant limité. Je vous invite d'ailleurs à regarder notre épisode sur les options afin de mieux comprendre le profil de risque et de profit des options call et put si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce sujet-là. Vous l'aurez remarqué, la perte maximale est couverte. C'est bien évidemment là tout l'intérêt des options. En effet, tandis qu'un investisseur qui détient une action va subir toute sa perte si le prix diminue par exemple de moins 15, moins 20, moins 30%, un investisseur détenant une option va simplement perdre au maximum la prime négociée au début du. Ceci conclut donc notre épisode d'aujourd'hui. Que pensez-vous des 3 scénarios qu'on a assumés aujourd'hui et des différentes stratégies proposées afin de tirer profit? Lequel de ces 3 scénarios vous semble le plus probable? Rappelez-vous que nos vidéos sont uniquement à titre pédagogique et non un conseil d'investissement. Je vous remercie de votre fidélité. Au revoir.